Voilà, on fait un peu comme on peut avec la situation qu'on a. Alors, donc, à la base, nous, notre discussion s'appelait Face à la guerre déclarée contre les enseignants. C'est pas nos mots à mots, hein, c'est les mots qu'ont choisi les membres de l'APED. La guerre est déclarée face aux enseignants et on a d'ailleurs Olivier Motin de l'APED, donc c'est l'association qui s'appelle Appel pour une école démocratique, qui est avec nous. On a Adrien Rossmann qui est permanent communautaire au syndicat de l'enseignement libre. Et puis on a aussi Nathalie Appart qui est enseignante, engagée, militante en politique aussi. C'est ça? Au PTB. Au PTB, voilà. Donc, la guerre est déclarée aux enseignants sur quel sujet? Sur les conditions de travail, c'est le statut qui va être remis en cause, la nomination. Vous avez sûrement tous vu passer les informations. Et puis aussi sur le rôle fondamental de l'école, puisqu'il va y avoir plein de transformations aussi au sujet des diplômes qui seront donnés aux élèves selon la filière qu'ils vont suivre. Et c'est la discussion qu'on va avoir. Je vais donc d'abord passer le micro à, je ne sais pas lequel des trois voudrait d'abord discuter de ce qui va être transformé avec les réformes de la droite. Puis après, on aura un moment de discussion sur l'union de la gauche. Comment est-ce que la gauche syndicale, politique et associative peut s'unir pour justement riposter, se défendre et trouver une manière d'agir contre les réformes qui arrivent. Et ensuite, on vous donnera la parole. Si vous avez des questions, si vous voulez intervenir, donner votre avis, vous aurez la parole. Ok? On fait comme ça? C'est bon? Adrien, alors tu peux commencer dans l'ordre. Oui, allez, Adrien, c'est parti. Bon, ben, j'ai Je le vais rôle mettre le plus bien le difficile. micro sur devant. On m'entend? C'est bon? Voilà. Bien sur la bouche. Donc, d'abord, merci pour l'invitation à ce week-end qui se transforme en un... Ça va comme ça? Bien sur la bouche en fait, bien sur la lèvre. Vas-y, Net. Oui, donc, voilà. Merci. Merci pour l'invitation d'abord à ce débat essentiel. On a vu que ne fût-ce que poser la question posait déjà un problème à cette nouvelle majorité MR engagée qui donne le ton. Hein. Non seulement on est clairement dans une volonté de droitiser le débat sur l'enseignement, mais aussi quand on nous annonce qu'on veut embarquer tout le monde avec soi pour réformer l'enseignement, c'est évidemment celles et ceux qui se plieront aux volontés politiques de cette droite de réformer méchamment, et je pèse mes mots, méchamment, l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, tu l'as dit, Lucas, l'APED a parlé d'attaque et de ciblage particulier sur les membres du personnel, mais aussi sur le public, etc. Nous parlons de guerre déclarée, nous parlons d'attaque comme nous n'en avons jamais vu sur l'école publique, sur les membres du personnel et les travailleurs qui composent cette école publique, et sur les publics concernés, et en particulier les publics les plus faibles. J'en parlerai tout à l'heure. Alors, il s'agit non seulement de réformer, mais surtout de détricoter ce qui a été fait en matière de lutte contre les inégalités scolaires, qui se transforment, on le sait, dans notre pays, en inégalités sociales. On a, parmi les pays de l'OCDE, un des systèmes éducatifs les plus inégalitaires qui soient, les plus relégants qui soient. C'est inadmissible quand on sait les moyens qui sont octroyés dans notre pays, qui est un pays riche, il faut le dire, à l'enseignement. C'est inadmissible parce que, une fois encore, on va privilégier le marché scolaire, on va privilégier la classe dominante au détriment des publics qu'on n'entend pas, ou des publics les plus défavorisés. Alors, je disais, on va réformer, on va détricoter les réformes qui ont péniblement pu prendre pied ces dernières années. On a par exemple, je ne vais citer un seul exemple ou un seul accent donné par cette déclaration de politique communautaire, c'est le fait qu'on va jalonner le parcours de l'élève d'évaluations plus fréquentes, notamment à la fin de la 3e primaire, à la fin de la 6e primaire,
à la fin de la 3e secondaire, et on va ajouter à cela une certification en fin de parcours du secondaire et des tests d'aptitude à l'entrée dans l'enseignement supérieur. Voilà comment va être jalonné demain le parcours de l'élève en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'approche éducative d'une orientation positive qui avait été voulue par le pacte en enseignement d'excellence, on fait une croix dessus. Ça veut dire que les élèves qui, dans le système actuel, avaient une chance de ne plus être relégués ou étiquetés ou réorientés vers des filières de moindre qualité, demain seront plus vite étiquetés, plus vite relégués, plus vite orientés vers ces filières de moindre qualité. Et pour nous, organisation syndicale, c'est inadmissible. Et puis, il y a, et ça n'aura échappé à personne, une attaque contre le sacro-saint statut de la fonction publique. Et ça, pour une organisation syndicale comme la nôtre, c'est évidemment inadmissible. Juste un mot sur le statut de la fonction publique. Quel est son rôle? C'est de protéger l'agent qui a une mission sociétale, une mission qui lui est confiée par la société d'éduquer les plus jeunes. C'est de le protéger contre l'arbitraire. Arbitraire d'un pouvoir politique local. Vous en avez un exemple ici à Anderlecht, quand un élu ou une élue, un élu ou une élue choisit d'imprimer sa marque sur le débat public ou sur l'orientation que le débat public doit prendre selon elle. Imaginez demain un pouvoir local qui va choisir ses agents en fonction de leur appartenance syndicale, leur orientation idéologique, ou même, je pense là à l'enseignement libre, à leur orientation confessionnelle. C'est proprement inadmissible. C'est une mise en danger de l'enseignement public tel qu'on le connaît jusqu'ici. Et je pense que l'APED là-dessus a aussi, je laisserai Olivier dire un mot là-dessus tout à l'heure. Voilà. Donc clairement, on s'apprête à devoir mener des combats assez rudes dans les prochaines années. Peut-être Olivier, tu voudrais rajouter des informations? Bon, Adrien, vous m'entendez? Oui. Venez, très bien, rapprochez-vous. Dans la déclaration de politique communautaire, il y a cette phrase qui dit que l'école doit lutter contre les populismes et les extrémismes. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Alors quand j'ai lu ça, je me suis dit, le MR va... Chouette. On va voter à gauche. Mettre un holà au propos de M. Géolet, qu'il peut tenir sur qui est un vrai Belge ou un faux Belge, au propos de M. Clarinval sur qui a une sexualité digne et indigne. Mais en fait, je pense que c'est plutôt vous qui visez en désignant les populistes et les extrémistes. Et donc, c'est une petite phrase de la DPC qui est assez pratiquement inaperçue, mais je pense qu'elle doit attirer notre attention sur le fait que tout ce qui s'écartera d'un discours tout à fait en accord avec le capitalisme risque d'être bridé à l'école. Pour preuve, l'endroit où on se trouve aujourd'hui. Alors, pour l'APED, donc pour nous c'est une attaque en règle contre trois dimensions. Il y a les enseignants, il y a les enfants et les familles de milieu populaire, et il y a l'école en tant qu'institution publique démocratique. Alors, je ne vais pas égrener, même si je les ai prises, toutes les mesures catastrophiques que contient la DPC, mais attaque contre les enseignants, c'est la fin des statuts dont a parlé Adrien. Et ça, c'est un vieux couplet, un vieux refrain libéral que Friedman avait déjà. Je vais vous lire Friedman, qui est beaucoup plus explicite que Georges-Louis Boucher. Le problème avec le salaire des enseignants n'est pas qu'il soit trop bas en moyenne. Il se pourrait même fort que ce fût l'inverse. Mais qu'ils sont trop uniformes et trop rigides. L'emploi statutaire élimine les imaginatifs et les audacieux et attire les ennuyeux et les médiocres. Eh bien, il y a cette idée libérale que si vous êtes un enseignant nommé, confortable dans sa classe, vous n'allez rien foutre, vous êtes un planqué. Et donc, il y a plusieurs enjeux dans la destruction des statuts, mais il y a notamment celui de vous mettre dans l'insécurité. On avait déjà l'évaluation sanction
qu'on nous a légué le gouvernement précédent, ben, voilà, c'est d'autant plus dangereux sans statut solide. Alors on pourrait s'étonner de cette attaque contre les enseignants à un moment donné où il y a déjà une pénurie. On se dit, bon, c'est pas très malin. Mais ça pourrait faire fuir de nouveaux candidats. Mais Georges-Louis Boucher, et Maxime Prévost et consorts ont la solution à la pénurie. C'est de faire travailler davantage les enseignants. 2 heures de plus par semaine pour les enseignants qui seront engagés sous CDI. Augmentation de la charge pour les enseignants de certaines disciplines qui, paraît-il, n'ont pas beaucoup de préparation à faire. On ne sait pas encore qui c'est, mais si j'étais prof de gym, je m'inquiéterais. Heures supplémentaires pour ceux qui le veulent. Du travail supplémentaire pour les titulaires du barème 501. Ce sont des enseignants qui ont fait un master en sciences de l'éducation dans le primaire ou dans l'enseignement secondaire inférieur. Et on vient d'allonger la formation des enseignants, on va faire passer à 4 ans, et on lit dans la DPC qu'il pourrait être demandé aux stagiaires de travailler, d'assurer des charges d'enseignement. Probablement gracieusement. Attaque contre l'école aussi. L'école publique d'abord, avec un refinancement du réseau catholique, du réseau libre, sans contrepartie. On aurait pu penser que ce cadeau fait au CEGEC entraînerait des contreparties. Tiens, est-ce que les bâtiments scolaires, on va en devenir peu à peu propriétaires? Est-ce que les cours de religion vont se payer aux lois qui s'imposent à toutes les écoles publiques? Rien du tout. Alors ça aussi, c'est un vieux mantra libéral que... c'est un vieux bouquin de Schopp Benoît qui a fait, dans les années 80, qui a eu un succès dingue, c'est de dire, si l'enseignement ne fonctionne pas, c'est parce qu'il n'est pas organisé sous la forme d'un marché. Et donc, pour améliorer l'enseignement, il faut introduire de la concurrence, il faut que les aient un maximum d'autonomie aux chefs d'école, aux acteurs privés et aux réseaux d'enseignement privé. Et c'est grâce à cette émulation-là que l'enseignement va s'améliorer. Eh bien, cette lecture, ce cadeau fait à l'enseignement libre, il peut se lire à la fois comme un cadeau entre catholiques et aussi comme le moyen de promouvoir la privatisation de l'enseignement. Alors, l'attaque contre l'école en tant... Nous, à l'APED, l'école a toutes sortes de fonctions, mais la fonction qui nous semble principale, c'est la fonction démocratique. C'est que l'école, elle sert à faire des gens qui comprennent le monde dans lequel ils vivent, les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux, et qui ont envie de transformer la société. Pour l'EMR et les engagés, l'école, elle sert avant tout au patronat. Alors, que redemande le patronat à l'échelle européenne? Il demande de plus en plus de gens très qualifiés, et de plus en plus de gens pas du tout qualifiés. Un économiste américain dit qu'il nous faut de plus en plus de Mac Jobs chez IMAC et de Mac Jobs McDonald's. Alors pourquoi cette demande? Parce que dans nos sociétés européennes, les emplois moyennement qualifiés disparaissent à cause de la numérisation et à cause de la délocalisation en Chine, dans l'Asie, dans les pays à bas coût. Et donc ce qui disparaît, c'est les emplois intermédiaires. Et donc, ça fait 25 ans maintenant que l'OCDE, la Commission européenne, demandent, je reprends leur terme, une bipolarisation des formations. Un document de l'OCDE, repris par la Commission européenne, dit « Tous n'embrasseront pas une brillante carrière dans l'économie de la connaissance, et donc les programmes scolaires ne doivent pas être faits comme si tous devaient aller loin. » Eh bien, c'est bien ce qu'applique l'EMR et les engagés. L'école à 2 vitesses est renforcée. Le tronc commun qui était en germe est déjà détricoté avec une 3e année qui va être dédiée à des activités orientantes de plus en plus. On prévoit aussi dans la soumission au patron, je cite, un certificat de qualification dont les épreuves seront co-construites avec les acteurs du secteur professionnel. En d'autres mots,
c'est de dire que ce sont les patrons qui vont faire l'examen. En caricaturant un peu. On retrouve on les retrouvait déjà avant, mais l'esprit d'entreprise, la pédagogie entrepreneuriale. La performance. Dès l'enseignement primaire, on peut même lire la pédagogie entrepreneuriale dès l'enseignement primaire dans le programme des engagés. Attaque contre les familles et les enfants de milieux populaires, parce que rien n'est fait contre les inégalités. Strictement rien. Le peu qui était fait, nous, à la PED, on a beaucoup critiqué le pacte d'excellence. On reconnaissait qu'il y avait des bonnes choses, mais pour nous, ça n'allait pas réduire massivement les inégalités. Mais on reconnaissait par exemple que le tronc commun, c'était pas mal. Et bien même ça avait été détricoté. La gratuité, elle est en sursis. Pour l'instant, il y a des frais, la gratuité est assurée aux enfants de la première maternelle jusqu'à la 3e primaire. Et ça devait peut-être être élargi. Là, on va étudier le budget, nous disent-ils. On sait ce que ça veut dire. L'encadrement différencié, donc des moyens supplémentaires en temps de travail et en finances que recevaient les écoles qui accueillent les enfants les plus fragiles, MR et Engagé proposent de faire un bilan là-dessus parce qu'ils ne sont pas certains que ce soit efficace et donc qu'on pourrait le supprimer. C'est 100 millions. Hein. Alors, nous à la PED, une de nos marques de fabrique, c'est de lutter contre la ségrégation scolaire. Le fait qu'il y ait des écoles ghetto qui concentrent tous les enfants de riches et d'autres écoles ghetto qui concentrent tous les enfants de pauvres. Et dans ces écoles qui concentrent tous les enfants qui ont des difficultés, on apprend nettement moins bien qu'ailleurs. Alors, il y avait eu un timide décret inscription qui avait été fait, qui ne nous satisfaisait pas du tout parce qu'il n'instaurait pas du tout la mixité. Mais là, contre la ghettoisation, à nouveau, rien du tout. Et je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà été assez bavard. Oui. Bon, mais même si je sais qu'il y a ici beaucoup d'enseignants, c'est moi qui vais jouer le rôle justement de l'enseignante ici, du point de vue de l'enseignant, d'un peu plus dans la classe. Allons-y, on est en classe. Alors, bon, on va prendre les mesures phares, celles qui affolent mon groupe Messenger, le groupe Messenger de mon école depuis le mois de juillet, bien sûr, la nomination, changer en CDI. Alors, on a déjà dit beaucoup de choses, tous les deux, vous avez dit énormément de choses là-dessus. Moi, je vais insister, disons que je vais prendre ma sensibilité de prof. Et je suis un vieux prof, je précise, je crois que ça se voit. Ok, ça c'est fait, c'est dit, mais si. Bon bref, j'ai quand même une longue expérience, j'ai eu le temps de mûrir un petit peu mon engagement en tant que professeur. Parce que oui, un prof, il a un engagement. On n'est pas prof comme ça pour gagner des thunes parce que c'est raté. On n'est pas prof pour les congés parce qu'en fait, mon mari est en face, vous pouvez lui demander, c'est parce que c'est que les congés, je suis insupportable. J'ai toujours quelque chose à faire pendant les vacances. Et à mon avis, je ne suis pas la seule. Donc, j'ai quand même essayé de revoir un petit peu cet engagement. Alors, le plaisir, la victoire d'obtenir une nomination. J'ai été nommée en 2001. J'ai commencé à travailler en 1988. C'est une grosse victoire quand même. C'était le ouf de soulagement. Parce que enfin, j'allais pouvoir devenir créative. J'allais pouvoir construire mon cours comme je le désirais, selon ma sensibilité. J'allais pouvoir faire du bon boulot, plutôt que de courir toujours derrière les intérims. Au passage, maintenant on court derrière les réformes. Donc on ne fait plus du bon boulot non plus, parce qu'on doit tout changer tout le temps, et puis on n'est pas vraiment sûr, mais oui, mais, enfin bon, etc., etc. C'était donc la garantie d'avoir une liberté pédagogique, d'avoir un véritable engagement, un véritable cours, et un cours surtout de très bonne qualité. Un cours qu'on pouvait tout le temps revoir, améliorer, comparer avec celui des collègues éventuellement, avec les progrès des élèves. Ça demande une certaine stabilité. C'est fini. Alors bon, ici ça a été évoqué évidemment par la PED notamment, mais pas que. Il va de soi aussi que, bien sûr, le professeur maintenant, même s'il a un CDI, il va être quand même le petit jouet caprice de la direction. Selon la couleur de la direction, on aura tendance à aller dans un sens plutôt que dans l'autre. On aura peur aussi
au moment des élections, bah, peut-être qu'on va s'arranger, qui sait, pour avoir la bonne carte au bon moment. Hein, parce que sinon, ben, on n'a plus de job, il ne faut pas rêver. Hein. Parce que maintenant, on devient vraiment siège éjectable. Hein, et on voit bien que c'est très très compliqué de justifier, mais on sera siège éjectable, je le sais. Hein. Du coup, bah, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des professeurs qui vont prendre un manuel, un machin, un truc. Ils ne sont pas des professeurs, en fait. Des gens qui vont lire leurs cours et qui ne vont plus mettre de foi dans ce qu'ils font, qui vont juste gagner leur salaire. Ça, c'est le vrai gros risque, le tout premier risque de la fin des nominations. Je rappelle quand même que les nominations, ben, c'est aussi toute la fonction publique. Hein. Dans la fonction publique, normalement, on a des fonctionnaires publics. Et pourquoi est-ce qu'ils sont nommés? Hein, et certains à vie, ben, nous, on a encore la pension, hein, parce qu'on n'a pas parlé de la pension. Hein, c'est le deuxième pilier, c'est ça, hein, l'assurance groupe. Parce que moi, je suis une fonctionnaire, donc je ne connais pas bien ça. Hein, enfin, maintenant, on va connaître. Hein. Mais en fait, ben oui, il faut être honnête, hein, ça va aller comme ça. Hein, ça y est, du coup, j'ai perdu le film, magnifique. Mais ça va revenir tout seul, il n'y a vraiment pas de problème. Non, ça ne revient pas. Tu parlais de l'assurance pension. Non, mais c'était avant, hein, parce que la pension, c'est pour... c'est pas grave. C'est pas grave. Je crois que pour ça, j'ai fait le tour. Je voulais quand même ajouter justement autre chose. Pardon? Tu parlais du statut et du oui, fait qu'on allait passer en des CDI. trucs à Dieu, mais c'est pas grave, ça partira. On reviendra, ça va revenir, parce que je voulais quand même insister sur quelque chose auquel moi j'ai cru. Je vais vous dire franchement, j'ai cru quand j'ai signé, j'ai même, comme tout le monde ici, hein, on a prêté serment, hein, on a prêté serment, on s'est engagé, on a signé, je suis un peu nunuche, hein, moi sous-polaire, hein, on a signé quand même pour s'engager dans ceci, très exactement ceci. Hein, notre mission consiste, parce que je l'ai noté, parce que là, wow, préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d'une société démocratique, solide, oui, pluraliste. Je suis vieille. Hein. Merci. C'est bien mon écriture en plus. C'est le décret mission, ça. C'est le décret mission, hein. D'accord. Bon, je le relis jusqu'au termine. Hein. D'accord. Démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte à tous. Moi, j'ai signé ça. En fait, tous les enseignants ont signé ça. Et puis, dans la fameuse déclaration qui vient de sortir, j'ai vu qu'on avait rajouté un tout petit point. La liberté d'entreprendre, non pas la liberté d'entreprendre, l'esprit d'entreprendre, je crois. Je ne sais pas ce que ça fout là, en fait. C'est pas ça, on ne forme pas nos élèves à ça. On forme nos élèves à être des citoyens. Et là, ben, c'est fini. Ça, c'est aussi passé par là. Alors, oui, pour l'instant, je vais arrêter parce que, en fait, j'ai tout un carnet, hein, juste comme ça, hein, juste au passage. C'est pour monter. Tu dis? On a tous un carnet. Ben oui, je sais bien, mais il est rempli, c'est ça que je veux dire. Ok. Oui, j'ai encore d'autres choses à dire, mais on reviendra. Ok. Je vais rebondir sur ce que tu as dit. Donc, si tu veux rajouter des infos. Non, vas-y, parce que c'est dans la suite de tes questions. Oui, ok, alors, on va quand même pas non plus s'arrêter à cette mauvaise ambiance, hein, parce qu'on a encore des armes dans notre camp. Comment on peut faire l'union? Comment est-ce qu'on peut résister à cette attaque qui est faite contre l'école publique, qui est faite contre les conditions de travail des profs et contre les conditions d'apprentissage des élèves? Comment on fait de notre côté pour changer le système et surtout pour résister à un nouveau système qui va nous être imposé? Donc là, j'ai plein de questions à l'appel, mais par exemple, est-ce que le syndicalisme, ça fonctionne toujours? Est-ce qu'il faut inventer des nouvelles formes de combat? Est-ce que les associations comme l'APED, elles ont des ressources à donner aux travailleurs qui veulent se mobiliser? Comment est-ce qu'en politique, on peut faire l'union? Voilà, donc le débat qui va s'ouvrir sur l'union risque d'être assez intéressant, et je ne sais pas lequel de vous trois voudrait commencer. Mais écoute, Adrien. Je vais bien faire une espèce de transition. En t'écoutant, je me disais que, et ça va rejoindre la question que tu viens de poser, et ça va rejoindre aussi une discussion qu'on avait en aparté juste avant. Le combat, il va être difficile. Il va être difficile parce que on dit souvent des enseignants qu'ils sont individualistes. On dit souvent des enseignants qu'ils pensent à leur pomme, ou qu'ils pensent à leurs conditions de travail, ou qu'ils pensent à leur statut, ou à leur nomination, ou à leur confort, ou à leur congé, que sais-je. Je ne pense pas que l'enseignant soit plus individualiste qu'un autre travailleur. Je pense qu'on est dans une société qui tend à rendre l'individu très seul, et le travailleur. Pourquoi? Parce que
en tant que travailleur, il a bien souvent été précarisé. Et c'est le cas des enseignants aussi. Alors c'est peut-être plus, plus flagrant ou plus aigu chez les enseignants, parce que à cela s'ajoute le fait que c'est un métier qui est bien souvent solitaire. On est bien souvent seul devant sa classe, bien souvent seul, soumis aux réformes, soumis à des conditions de travail difficiles, etc. Mais je ne pense pas que l'enseignant soit plus individualiste qu'un autre. Par contre, l'enseignant ou les personnels de l'enseignement, ces dernières années, ont été particulièrement précarisés. Il y a deux ressorts à cette précarisation. Il y a d'abord la précarisation des conditions de travail, avec une charge de travail qui était accrue, avec une intensification du travail qui était accrue, avec la mise en place de systèmes de reddition de comptes. Tu as parlé tout à l'heure de l'évaluation des enseignants, c'est un bon exemple. Le décret évaluation sanction des enseignants qui était imposé en fin de législature est un bon exemple. On a aussi placé les enseignants de plus en plus, avec le flot de réformes qui sont arrivées sur le terrain, et c'est là que j'ai envie de rejoindre ce que tu disais, on les a placés devant des injonctions contradictoires. Tu as lu une partie du décret mission et du serment, quelque part, que tout enseignant prononce au début de sa carrière. On doit, si tu permets, je voudrais bien le revoir sous les yeux, on doit pouvoir préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste et plus ouverte. Eh bien, en même temps, cette DPC va nous mettre devant une injonction contradictoire, c'est de faire en sorte qu'on puisse, je l'ai dit tout à l'heure, trier plus rapidement les élèves. Certains auront le droit d'être des citoyens de demain, d'autres uniquement des travailleurs. On va construire un enseignement de plus en plus dualisé, ou qui va conduire à une société de plus en plus dualisée. Et donc, on voit bien que l'enseignant dans sa classe, l'enseignant dans la réalité de son travail, il est précarisé de par la position dans laquelle on le place. Et puis, on a déqualifié l'enseignant. On lui a dit, la liberté pédagogique, c'est terminé. C'est d'autres qui vont décider à votre place comment on doit mener la pédagogie, comment on doit faire en sorte qu'on va développer les compétences des élèves, et vous serez les simples exécutants. Voilà pourquoi il me semble que l'enseignant, et je vais juste terminer là-dessus sur la question de ce prétendu individualisme, pour moi, l'enseignant, il n'est pas individualiste, il est seul. Il est seul, précarisé et déqualifié, et ce n'est pas le seul des travailleurs à subir, évidemment, cette attaque néolibérale. Alors, le combat va être difficile, parce qu'il va falloir créer autour de... Dans ce paysage de l'enseignement, il va falloir créer des dynamiques. J'ose espérer qu'une initiative comme celle d'aujourd'hui, une initiative comme on connaît, par exemple, la plateforme de lutte contre l'échec scolaire avec l'APED et d'autres organisations syndicales et d'autres associations où l'on se mobilise ensemble en dehors des étiquettes syndicales, associatives ou aux couleurs politiques, j'ose espérer que la convergence des luttes va permettre de construire un autre projet de société que celui que la majorité MR engagée tente de nous imposer aujourd'hui. Est-ce que l'un d'entre vous voudrait réagir à ce que Adrien vient de dire, rajouter des choses? À l'APED, on n'a pas d'expertise de mobilisation syndicale ou de mobilisation politique. Nous, on a... Enfin, je préfère ne pas en dire de trop parce qu'on n'a pas... on n'a pas toute cette compétence qu'ont mes deux collègues. En tant qu'institut primaire, ce que je peux quand même dire, c'est que je pense qu'à gauche, on ne doit plus accepter qu'il y ait des tabous. J'en parlais à Adrien tout à l'heure, mais ça m'a fait un peu mal au ventre de voir cette semaine des collègues enseignants partager une minute folle de Georges-Louis Boucher sur les parents qui n'élèvent pas bien leurs enfants.
les enfants, les parents, pas n'importe lesquels, hein, pas les parents du Brabant Wallon, mais les parents de Charleroi. Oui, qu'il était temps de mettre de l'ordre dans l'éducation des enfants. Évidemment, ça fait mal quand des collègues le partagent, mais je pense qu'on ne doit pas se boucher le nez et que nous aussi, ces petits tracas du quotidien des enseignants, c'est des thèmes qu'on doit aborder. Il y a des enseignants, ils se sont fait agresser par un parent, c'est arrivé une fois en 2 ans, mais quand même, ça les a marqués. Il y a des parents il y a des enfants qui sont un petit peu perturbateurs. On s'inquiète de la chute du niveau. Eh bien, je pense que ces questions-là, on ne peut pas les laisser à la droite. C'est des questions sur lesquelles il existe des réponses de gauche. Plus d'encadrement, des plus petites classes, mais on ne peut pas se boucher le nez ou nier les problèmes qui existent vraiment dans le quotidien de l'enseignant, mais on doit être une gauche sans tabou, qui part des vrais problèmes, enfin, les autres sont vrais aussi, mais qui part des problèmes directs des enseignants. Voilà, je vais passer la parole à Nathalie. On est toujours sur la lutte, hein, Ouais, comment on suit, comment on fait pour lutter contre les réformes. moi, je vais rebondir dans la mesure où je suis aussi déléguée syndicale. D'accord, mais les choses sont indépendantes, je peux le dire, j'insiste très lourdement là-dessus. Ça fait partie de mon vécu. En fait, j'ai toujours énormément de difficultés dans mon école. C'est une école ghetto, mais peut-être pas une école ghetto pauvre, plutôt une école ghetto, on va dire bourgeoise. Allez, j'ai pas toujours été là, et j'en souffre d'ailleurs d'être là actuellement, mais ça c'était une parenthèse inutile d'ailleurs. En fait, j'ai vraiment beaucoup de difficultés à mobiliser mes affiliés, énormément de difficultés. Alors pourquoi? On en a déjà beaucoup discuté, on a déjà fait des AG. Moi j'essaie de les rassembler pendant l'heure de midi, parce que bon, quand même, les arrêts syndicaux, ouais, pas tout le temps, quoi, hein, c'est pendant les heures de cours. Alors ça y est, on y est. Et c'est là que ça commence à coincer. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut entendre. Il faut l'entendre. Parce qu'en même temps, ça donne une idée de la vraie réalité, la vraie vie, en fait, le vrai ressenti des enseignants. Je m'explique. Tiens, je ferais bien par mois, une fois par mois, une petite réunion avec les affiliés, parce qu'il y a quand même des choses à dire, quoi, et puis pour voir s'ils sont toujours vivants, hein, et ce qu'on va faire prochainement. Ah, quand? Ah oui, mais il faut que tout le monde soit là. Ah ouais, mais les horaires, là, ça va être un peu compliqué. Ah ouais, puis il y en a qui aiment bien partir tout de suite parce qu'ils ont des gosses et tout. Bon, là, on commence, c'est déjà foutu. Mais on va quand même essayer, on s'acharne, on va faire un jour différent, suivant les semaines et tout. On fait ça avec le quart d'heure de lecture aussi, c'est bizarre. Mais bon, on va dire pendant l'heure de midi. Ok. Pendant l'heure de midi, ça va. Oui, mais écoute, je suis désolée, Nathalie, mais je pourrais pas venir parce que j'ai encore des corrections. Ah ouais. Ouais. Et tu comprends, quand je rentre à la maison avec les deux petits et tout, j'ai pas trop le temps, manger, brol et tout, il faut que je les fasse pendant l'heure de midi. Et ça y est, on y est. On commence à approcher une partie du problème. En fait, on n'a pas le temps. C'est terrible, hein, c'est affreux de dire ça. Mais j'entends ma permanente me dire, par exemple, oui, mais il n'y a jamais personne qui vient aux AG. Ok, je t'explique, Coco. Les AG, tu les fais à 18h, on sort de l'école, on a les prépas pour le lendemain, hein, on a les corrections, et si on arrive sans prépa et sans correction, on se fait bouffer. Ok, donc ça va déjà être compliqué. Donc il faut essayer de s'organiser. Mais les AG, bon, soit. Vient alors, parce que rappelez-vous, ça a été dit très très justement, hein, à propos justement du fait que les programmes nous sont imposés. Vient le problème des programmes. Dans le temps, j'ai connu ça, oui, avec une certaine liberté pédagogique. J'ai connu les fameuses grandes grèves, hein, 2 mois je crois, à peu près, 2 mois. Et bien pendant ces fameuses grandes grèves, qu'est-ce qu'on faisait? On accueillait les élèves évidemment, hein, bon, on travaillait avec ceux qui étaient là, c'était chouette, c'était sympa, c'était cool. Mais comment on allait faire pour les examens? Et on va s'arranger. Parce qu'on n'est pas tout à fait idiots, et je crois que bon, les parents devraient commencer à comprendre ça. Les gosses, on les aime, sinon on ne serait pas là. On a envie de les faire progresser. Et donc du coup, on va aller à l'essentiel. Et si ils ratent un cours ou l'autre, allez, on s'arrangera bien, parce que c'est surtout ici, reculer pour mieux sauter. C'est pour que nous ayons après un meilleur enseignement pour eux, pour nos élèves, et pour les frères, petites sœurs, et pourquoi pas les enfants de nos élèves. Donc ça devrait pouvoir se faire. Oui, mais maintenant, tous les cours sont en commun, toutes les épreuves externes, certificatives, qui vont se multiplier, comme vous l'avez compris, toutes ces épreuves doivent être passées par tout le monde sur base d'une matière qui est vue par tout le monde. Donc, si maintenant je fais grève, ah ouais, mais je ne donne pas cours. Ah mince alors, comment est-ce que je vais faire pour récupérer? Et oui, c'est ça. Généralement, quand on fait grève, on ne travaille pas, on n'a pas de salaire. Oui, nous, quand on fait grève, on ne travaille pas, on n'a pas de salaire, et après on doit récupérer le travail qu'on n'a pas fait.
ça devient quand même vachement compliqué, hein, l'air de rien. Okay, et en dehors de ça, on est quand même aussi un petit peu fatigué. Et donc, du coup, les profs, ils se disent, si je fais grève, je me mets en difficulté. Je ne sais pas, mais moi, j'ai toujours appris que la grève, c'était en fait pour mettre, par exemple, le gouvernement ou le ministre en difficulté. Pas moi. Alors là, j'ai du mal. Et je ne dis pas que c'est juste, j'explique. Je n'excuse pas, entendons-nous bien, mais j'explique. J'explique le ressenti et le vécu de beaucoup de professeurs qui sont vraiment désemparés face à la grève. Comment faire? Comment mener une lutte dans ce cas-là? Par ailleurs, les parents se posent comme de vrais clients. Et en fait, leurs gosses, leur diplôme, c'est un produit. Les gosses, tout le monde le sait. Moi, je suis contre les points, hein, c'est la première chose que je dis. Les élèves me disent, ouais, mais à part elle est folle, à part elle a commencé par dire les points, je m'en fous. C'est désagréable. Mais c'est vrai. Je veux dire que ce qui m'intéresse, c'est les compétences, c'est pas les points. Et les élèves, ce qui les intéresse, c'est les points. Pourquoi? Parce que c'est un salaire. Et là, on est vraiment dans une politique tout à fait libérale. Je vais avoir mon salaire et j'y ai droit. Et quand les parents viennent rouspéter, c'est parce qu'ils estiment que leurs enfants ont droit à leurs points. C'est important, les points. C'est important. Et on y est, c'est le salaire. Alors, il faut essayer de faire changer les parents. Il faut faire rentrer les parents dans l'école. J'ai travaillé dans une école à Morlanway, technique et professionnelle, réputée comme étant dure, que j'ai trouvée extraordinaire. Il y avait un directeur d'école fou qui, en fait, rêvait de faire rentrer les parents dans l'école. Et systématiquement, à la réunion des parents, on essayait de les garder un peu plus longtemps, parce qu'au fond, on a besoin d'eux. Et en fait, on travaille ensemble. C'est quelque part un peu nos collègues. Ils ont les enfants, c'est leurs enfants, hein. Bon, le reste de loisirs, etc., etc. Et nous, pendant qu'eux travaillent, eh bien, on s'occupe à les former. Donc, on travaille main dans la main. Et je crois qu'il faut aller chercher la lutte de ce côté-là pour commencer. Sinon, on n'y arrivera jamais. Eh ben, merci pour ce débat sur l'enseignement et sur le moyen de lutter. Bon, le travail va être long. Est-ce que vous avez des questions, des interventions? Ok, il y en a pas mal. Voilà, moi je travaille dans une école, vous parlez beaucoup d'enseignement et on les adore les enseignants, mais il n'y a pas que les enseignants qui travaillent, il faut une convergence des luttes. Moi je suis ouvrier dans une école, nos conditions de travail on nous oublie toujours, voilà. Il y a les secrétaires, les kinés, les logopèdes, il y a beaucoup d'intervenants dans les écoles. La convergence des luttes c'est avec les ouvriers qui sont dans les écoles, les profs, les secrétaires, les logopèdes, beaucoup d'intervenants sont dans les écoles aussi, il faut les appeler aussi et les mobiliser aussi. Voilà, si vos classes sont bloquées, il ne faut pas oublier qu'il y a des ouvriers. C'est vrai, là-dessus, en fait, on rejoint à nouveau le problème des conditions de travail qui sont complètement différentes d'un travailleur à l'autre. Comment on fait pour unir des personnes qui ne vivent pas les mêmes réalités et qui pourraient ne pas se sentir unies avec les autres? C'est un peu ça qu'on pourrait avoir à l'esprit. Le système, la précarisation dont je parlais tout à l'heure, j'ai parlé des enseignants, c'est vrai, mais un peu avant, je parlais de l'ensemble des membres du personnel et le fait qu'on allait attaquer les statuts pour toute une série de catégories de travailleurs. Je pense qu'il ne faut pas s'enfermer dans la catégorisation des métiers au sein de l'enseignement, mais plutôt pouvoir montrer quel est l'intérêt commun de combattre les réformes qui s'annoncent. Et donc, il est clair que l'école, elle n'est pas faite que des enseignants. Elle est faite effectivement, comme tu l'as cité, de toute une série de métiers qui sont indispensables. Et nous avons, nous, en tout cas, au CEDCA, ces 2 dernières années, ou ces 3 dernières années, veillé, ou en tout cas après le Covid, puisqu'on nous a dit essentiel, hein, tous autant que nous étions au sein des écoles, et les ouvriers en particulier, qui ont tenu les écoles ouvertes, qui ont eux, été les garants du respect des normes sanitaires, etc. Sans eux, je ne sais pas comment les écoles auraient pu tenir ouvertes. Je ferme la parenthèse du Covid. Mais on a, donc ces 3 dernières années, dans les mouvements sociaux que nous avons menés, eu à cœur de montrer que, évidemment, il fallait qu'on puisse travailler à une lutte commune, parce que les enjeux, pour nous, sont communs. Oui. Pouvez-vous mettre Oui, ça va. En fait, Pardon. Bon, moi, je suis un zynoque, c'est-à-dire que j'ai travaillé à peu près 40 ans, maintenant je suis retraité. 25 ans dans toutes sortes de choses, dans le journalisme, et 15 ans dans une école universitaire de Bruxelles, pour ne pas la nommer, c'est l'IEX. Je suis fou, j'ai refusé d'être nommé, parce que je tenais quelque part à une forme de liberté.
Je voulais pas être dans un carcan, mais je suis fou, je veux dire, je suis fou. Alors je pense que quand on parle de l'enseignement, il y a toutes sortes de strates dans l'enseignement. Il y a ce qu'a dit monsieur très intéressant, très justement, c'est qu'il n'y a pas que les enseignants dans les écoles, mais il y a aussi il y a la maternelle, il y a les crèches aussi à la limite, il y a l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire, ça dépend dans les quartiers, vous l'avez dit. Et ce n'est pas nécessairement les mêmes réalités. Dans l'enseignement, moi j'étais, c'est-à-dire Bac plus 5, en plus des masters, etc., j'avais une possibilité de faire beaucoup de choses. Sur le plan pédagogique, j'avais beaucoup de liberté. Par contre, alors à un moment donné, c'était à l'IEX, c'est l'enseignement catholique. Je ne suis absolument pas catholique, mais c'est là que j'ai atterri. L'enseignement catholique, eh bien, il y avait plus de syndicats. Il n'y avait plus de syndicats. Alors, comme je suis syndicaliste de nature, j'ai proposé de recréer une cellule 7K, FGTB. J'étais au 7K, ça faisait déjà quelques années que j'étais à l'IEX. Et au 7K, on m'a dit « Ah mais c'est pas possible ». D'abord, ils pensaient que j'étais nommé, donc c'est pas possible parce que vous n'êtes pas nommé et c'est impossible, nos statuts ne le prévoient pas. Alors j'ai dit bon, on a changé les choses. Finalement, c'est un copain qui a créé une section CNE et qui était lui nommé. Alors, pour pas être trop long, j'aime bien jouer un peu la mouche du coche. Les enseignants ne sont pas individualistes. C'est vrai, c'est pas vrai, ça existe. Nous, on a dans notre mission d'enseignants, avec 2 enseignants, on était 2, on est allé en Palestine pendant 15 jours. Bon, c'est pas quelque chose qu'on peut faire à l'école primaire, et peut-être pas dans l'enseignement officiel. Cela dit, j'étais au collège de Sainte-Marie, de je ne sais plus quoi, à Soigny, pour parler de Brendonk, parce que mon grand-père était déporté à Brendonk et puis à Buchenwald. Et ça fait 20 ans dans le collège catholique qu'ils font, avec les rétos, des professionnels du général et du général et professionnel et technique, qu'ils vont à Brendonk avec les élèves. Et donc ils voulaient des témoignages. Bon, donc il y a des bons, des mauvais enseignants un peu partout. Mais juste une chose, c'est l'individualisme, oui, vous l'avez dit vous-même, pour les réunions syndicales, oui, j'ai autre chose à faire, je dois corriger des choses. C'est très courant et hélas, dans d'autres professions, c'est un peu plus facile. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, oui, l'engagement. Ce qui est dit dans la déclaration de politique générale, c'est évidemment complètement affreux, néolibéral, c'est un retour en arrière. Mais l'engagement, il peut être aussi un engagement, former les étudiants à des engagements, à des initiatives, créer une petite coopérative. Donc l'engagement en soi est quelque chose d'extrêmement positif. Et donc ça peut être aussi aller voir des usines, aller comme ça se fait ou ça s'est fait dans des écoles à pédagogie active. Et donc oui, je crois qu'il faut, c'est un travail de tous les jours. Ça dépend aussi des directeurs d'école. Quand on a, mais je pense que vous l'avez dit aussi, des directeurs d'école progressistes, enthousiastes, etc. Mais il y en a combien de blasés, quoi, et qui ne se rendent pas compte aussi de comment, autour des enseignants, tant mieux si les enseignants ne sont pas totalement dévalorisés, enfin ils le seront peut-être avec la nouvelle majorité, mais que ça fout le camp de tous les côtés.
Et que donc il y a un travail aussi à faire pour relier les différentes professions, les différents travaux. Et enfin, c'est mon dernier mot, si je peux dire. Oui. Moi, je suis absolument... Bon, c'est un travail maintenant urgent. Il va y avoir, j'espère, des grèves, des manifestations, etc. Ça va être difficile, mais c'est urgent, parce qu'il faut bloquer cette régression inacceptable. Mais en même temps, pouvoir, si possible, et c'est très compliqué, parce qu'on en est dans une tranche de l'humanité pour le moment où tout se déglingue à une vitesse V2', ce que nos parents, nos grands-parents, nous-mêmes qui sommes un peu plus âgés, ont contribué à faire, et maintenant tout s'écroule. Donc il y a une urgence grande à résister, à finir, mais il faut aussi en même temps essayer de définir des stratégies à plus long terme. Et c'est très compliqué de faire les deux en même temps. Or, moi je pense que la solution, c'est la pédagogie active à la Francisco Ferrer. Mais ça demande beaucoup de travail, il y a des expériences à Molenbeek, il y en a une à Saint-Gilles qui je crois est même gratuite, communale. Donc il n'y a pas que de Crowley, etc. Ça demande alors une mobilisation des enseignants, une coordination entre les enseignants qui demande un peu de tout. Là c'est bien pire que ceux qui ne veulent pas aller à la réunion syndicale parce qu'il faut corriger des copies et qu'à 5 heures on n'a plus le temps de travailler. Et donc je crois que l'esprit d'entreprise n'est pas quelque chose de négatif. C'est très bien l'esprit d'entreprise, mais un esprit d'entreprise au service de l'humain, au service justement du rouge et du vert, et pas simplement et de relier les uns avec les autres, mais c'est compliqué, je le sais. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage. Oui, la lutte va être longue et c'est compliqué. Est-ce qu'on peut avoir une femme peut-être qui voudrait donner son avis? Deux minutes, c'est deux petits mots. Voilà. Je voulais juste rebondir sur le monsieur qui est parti, qui parlait en fait du personnel dans les écoles. Oui, en fait, c'est vrai que c'est un abus de langage de dire toujours les enseignants. En fait, on est une seule équipe et c'est vrai que, bon, moi personnellement, ça me fend le cœur et chaque fois qu'on fait grève, je ne sais pas pourquoi, en fait, le personnel ouvrier ne fait pas grève en même temps. Et en manif, mais j'aimerais bien moi qu'on soit tous ensemble parce que on s'aime bien et en fait on se bat tous pour la même école, une école de qualité et on a tous notre rôle à jouer. D'accord? Donc oui, voilà. C'était pour appuyer ce qu'il disait. Oui, venez. Vous pouvez vous mettre là? Comme ça vous êtes avec le... Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Moi je suis une maman en fait, inquiète. Voilà. Je travaille aussi sur la question du handicap. Oh, vous pouvez mettre le micro. Plus inquiète. Voilà. Je travaille sur la question du handicap. Donc il y a les fameux pactes des pôles territoriaux qui a fait quand même beaucoup parler de lui. Et moi j'ai vu des enfants en situation de handicap qui sont encore dans des conditions très très difficiles par rapport à l'envoi dans certaines écoles, comment sont travaillés tout ça. Il y a des enfants qui n'ont même plus d'école, il faut le dire. Et donc ça m'inquiète vraiment beaucoup ce qui va se passer ici avec les maires et les engagés, avec cet accord gouvernemental. Il y a aussi la question des enfants des milieux populaires, des enfants qui n'ont pas la langue française comme langue maternelle. Moi, je travaille dans une ASBL à Scarlet. Justement, ces enfants-là sont aussi envoyés dans l'enseignement spécialisé trop vite parce qu'on ne se rend pas compte à quel point ces enfants ont d'autres besoins. Et donc, qu'est-ce qui va se passer avec ces enfants-là? Vous parliez de, on va faire des citoyens, on va faire des travailleurs, mais en fait, eux, ils vont se classer où? Eux, ça va être des sous-citoyens, ça va être quoi? Ça va être comme aujourd'hui les personnes sans papier, donc ils auront des sans diplôme, des sans existence en fait, ces enfants-là, les personnes en situation de handicap. Qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Moi, c'est vraiment ça aussi les questions, parce que effectivement, en tant que maman, en tant que parent engagé, j'ai été dans l'association des parents à l'école de mes enfants. Là, je me suis retirée parce que j'ai beaucoup de militance, mais c'est vraiment important ce que vous disiez, le rapport parents et école. Et donc, comment est-ce qu'on reconstruit ça? Parce que je vois que dans beaucoup d'écoles aussi, c'est compliqué.
Voilà, il faut se donner le temps, l'énergie, mais au-delà de ça, comment est-ce qu'on fait? Parce que ça, on n'en parle pas et on ne va pas en parler hein, de ces questions très spécifiques. Ça va être complètement oublié. Ah, merci. Oui. On revient en fait un petit peu à la première question qui était posée tout à l'heure, c'est comment on fait pour résister aux réformes néolibérales qui nous sont imposées depuis quelques années. C'est pas simplement maintenant dans la DPC. Le pacte, alors désolé d'utiliser un gros mot parce que je sais combien le pacte aujourd'hui est d'abord et avant tout chez nos affiliés au sein des organisations syndicales. Le pacte génère une opposition presque épidermique. Hein. Et pourquoi est-ce qu'il génère cette réaction épidermique? Parce que qu'est-ce qu'on en a eu du pacte? On a eu les réformes de pilotage, on a eu les réformes de l'évaluation, on l'a dit tout à l'heure, on a eu les réformes, des réformes qui ont généré une surcharge de travail. Il y avait dans le pacte pourtant de beaux espoirs, et notamment la réforme qui concernait l'enseignement spécialisé, un enseignement plus inclusif. Les pôles territoriaux devaient être une réponse en tout cas à amener plus d'inclusion dans l'enseignement, moins de relégation des enfants de milieux populaires vers l'enseignement spécialisé. C'est une honte, hein. C'est une véritable honte de considérer que parce que la maîtrise du français n'est pas suffisante, parce que des troubles d'apprentissage, mais liés aussi à l'apprentissage de la langue, sont détectés chez ces enfants, eh bien, ils ont une place plus adéquate dans l'enseignement spécialisé et pas dans l'enseignement ordinaire comme la plupart des enfants. Donc, les pôles territoriaux étaient censés apporter une réponse à ça. Une réponse comment? D'abord en donnant des moyens de soutien aux écoles pour permettre aux enseignants de faire davantage d'inclusion et de pouvoir prendre en charge ces enfants à besoins spécifiques dans les classes de l'enseignement ordinaire. Et deuxièmement, en amenant du personnel paramédical ou des enseignants dans les classes afin d'accompagner plus spécifiquement ces enfants. Et la réforme des pôles territoriaux a été détournée, et est détournée notamment sous pression de certains réseaux, et je vais le citer, le réseau libre confessionnel catholique en particulier, où on a un détournement des pôles territoriaux comme simplement une mise à disposition de moyens au pilotage des écoles. Autrement dit, ces moyens ne vont pas dans les classes au bénéfice des enfants et au bénéfice d'un enseignement plus inclusif. Et donc, on voit comment une réforme qui était le pacte, hein, une réforme qui était censée être une espèce de ligne de crête entre des positions très progressistes et des positions très libérales, on voit comment ce pacte a complètement changé de cap. Et on voit pourquoi aujourd'hui des organisations syndicales comme la mienne, mais nous ne sommes pas la seule, la CGSP et les deux syndicats libéraux ont fait le même exercice et sont arrivés à la même conclusion. Le pacte, comme il a changé de cap, comme il est devenu cette réforme néolibérale, on ne peut plus le soutenir en tant que tel. Et donc merci pour ce témoignage parce qu'il montre... Et alors, juste encore un mot sur la DPC. La DPC ne dit rien de l'enseignement plus inclusif et dit, concernant les pôles, que l'on va réviser les moyens octroyés aux pôles pour les resserrer. On sait ce que ce mot, dans la bouche de la droite, veut dire, c'est-à-dire moins de moyens. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens là-bas. Non. Oui et non. Ce sera la dernière question. Oui et non. Madame parlait de la relation entre famille et école. Et est morte l'année passée une syndicaliste américaine, je crois que les Américains font du social correctement, qui s'appelait qui s'appelait Jane McAlvey, et qui toute sa vie, elle a passé sa vie de syndicaliste à se demander, tiens, elle était syndicaliste dans le domaine de l'enseignement et de la santé, et de se dire, bon, les grèves qu'on mène, elles ne parviennent jamais à leur fin. Et donc, moi en tout cas, quand je mobilise des collègues, même si finalement ils ont été quand même nombreux à les manifester, se pose la question, ah mais la grève ça ne sert à rien. Et Jane McAlvey, elle essaye de trouver, tiens, quelles sont les grèves qui ont fonctionné. Et ce qu'elle trouve, c'est quelques indices. Alors je ne prétends surtout pas donner la leçon au syndicat, parce que ces choses américaines ne se font pas
le rôle des églises aux États-Unis, c'est pas le même qu'en Belgique, par exemple. Mais des petites choses auxquelles Madame m'a fait penser. D'une part, Jane McKelvey, elle découvre, ou elle confirme plutôt, la centralité de la grève. C'est-à-dire la grève, ça reste l'outil. Pour avoir quelque chose, il faut faire une grève. Mais elle distingue deux types de grèves. Les grèves qui sont simplement une arme économique et les grèves qui permettent de rendre les travailleurs plus capables parce que la grève a permis de les former. C'est-à-dire les syndicats ont déployé un effort de dingue en allant expliquer aux enseignants, en allant politiser les enseignants, parce que le problème de la dépolitisation des enseignants, ben, il est réel aussi. Hein. Donc, voilà, comment on fait ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, faire de la grève, une augmentation des capacités aussi du réseau relationnel entre syndicats, associations, etc. À la PED, on a toujours soutenu les mouvements syndicaux, par exemple. Une autre chose qu'elle remarque, c'est l'union entre enseignants et familles. Et ce à quoi il procède, c'est de définir des agendas communs avec des revendications enseignants et des revendications familles. Et bon, dans ses bouquins, elle raconte l'histoire de 5 ans de grève. Mais il y en a une où, bon, aux États-Unis, les enfants sont fouillés à l'entrée des classes parce qu'on craint qu'ils aient des armes, etc. Et puis, il y en a qui n'arrivent pas à payer leur repas de midi, il y en a qui n'arrivent pas pour qui le trajet scolaire, c'est une catastrophe, etc. Et donc, les parents mettent tout ça à l'agenda. Et les parents, je pense que ça se passait à Chicago, les enseignants, pardon, ils demandent une augmentation de salaire de 6%. Et grâce à ce cahier de charges commun, ben, ils font des réunions entre eux et ils essaient de les porter plus haut. Et finalement, le gouvernement local dit aux enseignants, bon, ça va, vos 6%, vous les avez. Ben, ne nous ennuyez pas avec le reste. Et là, les enseignants qui ont obtenu ce qu'ils voulaient, en fait, refusent d'arrêter la grève et vont faire la grève avec les parents et ils obtiennent la fin des fouilles, plus d'aide pour les enfants en difficulté, les horaires des bibliothèques qui sont élargis, plus d'espaces verts, plus de gratuité scolaire, de l'aide juridique pour les enfants migrants, enfin les élèves migrants. Et donc, je prétends faire ça demain, je ne sais pas comment on ferait, mais Adrien parlait tout à l'heure de la plateforme. Je pense qu'on doit peut-être pousser plus loin et avoir des exigences communes peut-être plus ambitieuses. Alors, une toute dernière chose, parce qu'on n'a pas parlé de classe sociale jusqu'à présent, mais Jane McKelvey, ce qu'elle montre aussi, c'est que bon, ben, parmi les parents, parmi les enseignants aussi évidemment, ben, un parent c'est pas un parent, un enseignant c'est pas un enseignant. Et donc parfois il y a des fâcheries. Et c'est certain qu'un parent d'Uccle n'a pas les mêmes intérêts qu'un parent de Molenbeek. Et donc je pense que parfois ça vaut la peine de se fâcher pour définir non pas un agenda commun dans lequel chacun se retrouve et donc qui n'est pas très ambitieux, ou pour définir un agenda populaire entre parents populaires et enseignants attachés à l'émancipation et le défendre de façon coopérative. Alors, merci. Il est 17h30. Je vois qu'il y a encore des réactions. Je vais vous demander simplement de faire très court, essayer de ne pas trop prendre le temps, parce qu'on a vraiment envie de donner la parole à tout le monde. On ne va pas vous bâillonner comme on a essayé de nous bâillonner nous. Mais faites court. Vous le faites à la suite, donc déjà préparez-vous, faites une file, organisez-vous. Et puis après, nous on conclut en une fois sur toutes les questions, on essaye de synthétiser. Et puis après, Maxime fera le mot de la fin pour terminer ce rassemblement. Est-ce que ça vous va? Alors venez, ceux qui veulent prendre la parole, mettez-vous ici en file. Oui, mais tu peux rester assis, ne t'en fais pas. On vous donne le micro et faites court, pitié, faites ça court. Mettez-vous de ce côté-là, comme ça on peut... voilà. Bon, voilà. Alors laisser un ancien... Et non mais très court, hein, très court les gars. Ou derrière, comme ça, voilà, mais faites une file. Voilà. Bon, donc pour faire court, j'ai écrit mon intervention et normalement, je pense que ça doit faire 2 minutes. Même pas. Et le micro bien après. Le micro, voilà. Alors, mais je vais la lire, ça va être plus facile pour être sûr d'aller directement
jusqu'à la fin. Alors, l'offensive libérale contre l'école est évidente aujourd'hui, vous l'avez signalé dès le début, Maxime l'a dit, mais pas que contre l'école, ça a aussi été un peu dit. Donc, dès le tsunami électoral bleu du 9 juin dernier, Georges-Louis Boucher a fait des déclarations laissant supposer que la nouvelle mandature va 1. S'attaquer au système du chômage avec une suppression dite en filigrane des agences régionales de l'emploi qui devraient être remplacées par les CPS. 2. Que le MR libéral et le parti post-catholique, c'est moi qui rajoute, post-catholique les engagés, allaient mettre au pas les organisations de défense des travailleurs et des syndicats. L'offensive libérale n'est que la dernière étape, cependant, d'un plan bien plus global contre les services publics. Une stratégie, en effet, qui trouve sa trace il y a déjà plus de 40 ans. Ainsi, comme contre les hôpitaux, les organismes publics, les administrations communales aux services publics fédéraux, concernant l'école, celle-ci est pensée comme une entreprise. Dans la mienne, je suis enseignant dans une haute école ici à Anderlecht, comme dans les autres, par exemple, le lexique pédagogique est remplacé par les mots des entreprises privées libérales. Dans mon école, les étudiants sont devenus, selon la direction, le cœur business de l'école. Le terme est utilisé, et notamment des conflits entre les différents secteurs de l'école, comme étant des conflits de communication liés à des cultures d'entreprises différentes. Or, les études en sciences de l'information et de la communication, je suis prof en communication, démontrent que parler comme un patron, c'est penser comme lui. Donc si nos directions utilisent le vocabulaire des patrons, ils pensent qu'on est patrons. Force est de constater que l'opération spéciale vient à la suite de celle de tous les autres gouvernements, dans le cadre d'une véritable guerre. Comme le disait déjà, et on l'a signalé, on l'a cité là tout de suite, je crois que c'était toi, déjà en 2006, sur les antennes de la télé CNN, l'homme d'affaires états-unien et théoricien du néolibéralisme Milos Friedman, la guerre des classes existe et c'est ma classe qui la gagne. Hein. Terme dit et redit par le même. Et c'est d'ici. Alors, face à cette guerre, il faut que les responsables de hier de l'enseignement, et il faut les citer, même s'il y en a ici présents qui représentent ces partis, le PS, Défi et Écolo, mais aussi des syndicats enseignants qui parfois sont des collaborateurs de notre direction, c'est le cas dans mon école, où un syndicat rouge et vert dénonce des travailleurs contestataires à la direction, on a les preuves, hein. Et c'est pour ça que moi j'ai adhéré à un syndicat bleu. Désolé, c'est la seule contre. Oui, mais c'est le seul contre-pouvoir. Donc l'appel, l'association professionnelle des enseignants pour de l'enseignement libre. Vu que les autres syndicats sont des syndicats collaborateurs, et je pèse mes mots, mais j'ai les preuves que je dis ce que dans je votre dis. école. Voilà, dans ma haute école. Voilà. Hein. Alors, donc il faut que les contestataires, coûte que coûte, avec détermination et force, rejettent la finalisation du plan global de destruction de l'enseignement public et de tous les autres biens communs. Merci. Alors, un peu plus court, s'il vous plaît. Oui, j'ai bien envie d'être court, mais en même temps, je trouve que j'ai envie de rebondir sur deux trucs que vous avez dit. Le premier, c'est qu'il faut casser le tabou à gauche. Et le second, c'est que tous les profs qui sont là parce qu'ils aiment les enfants. Non, moi je pense pas. Tout ce qui m'est arrivé de mal dans ma vie, je le dois en grande partie à l'école, et notamment aux enseignants, à certains enseignants. Et en fait, ça m'amène à poser la question du statut. Parce que moi, je suis désolé, mais finalement, comme beaucoup de gens que je fréquente, qui ont eu aussi une scolarité difficile, je me suis fait virer 3 écoles, j'ai redoublé donc la totale. J'étais un étudiant, un élève qui avait du mal, c'est jusqu'à ce que j'aille en école artistique, parce que j'aimais dessiner, parce que j'avais du mal à rester 8 heures en classe. Et face à ça, moi, j'ai eu des profs racistes, j'ai eu des profs qui sanctionnaient, j'ai eu des profs qui n'avaient aucune forme de pédagogie en eux. Et lorsqu'on essayait de ne pas se laisser faire, lorsqu'on essayait de recouvrir une certaine forme de dignité, on nous opposait qu'en fait ces gens-là étaient nommés et qu'on ne pouvait rien faire. Alors moi, oui bien sûr, je me fais un peu l'avocat du diable, mais il faut aussi, quand on dit qu'on veut casser les tabous, moi je vous dis qu'il y a beaucoup de gens, notamment parmi les plus fragiles, qui ont ce ressenti-là vis-à-vis de l'école et vis-à-vis des professeurs. Et des professeurs qui traitent des élèves de bougnoules ou que sais-je encore, qui ne sont jamais virés ni même sanctionnés, on en a connu. Et je voulais dire par là, et je me fais un peu l'avocat du diable en effet, que en fait, moi j'ai parlé de cette histoire de nomination avec beaucoup de gens, et beaucoup de gens me disent, oui,
oui, c'est bien parce que, et c'est l'impression qu'ils ont, que ça va permettre justement à des profs qui n'ont pas leur place à l'école d'être sanctionnés parce que le statut sera supprimé. Et je voulais juste vous demander finalement, comment en fait ça fonctionne? Peut-être ça a changé depuis que je suis à l'école, mais moi je me dois de le dire. Mais comment ça fonctionne finalement je ne sais pas, voilà, le choix des professeurs, la sanction à l'égard d'un professeur qui va trop loin, et parce que ça a des implications qui sont graves à l'égard des enfants. Donc, voilà. Merci. Une dernière intervention, oui. Et puis après, on clôture. Merci de me donner la parole. Donc moi je suis échevine ici à la commune d'Anderlecht et tout a commencé, en fait moi je suis échevine depuis 2018 pour le parti écolo et tout a commencé moi à travers l'enseignement justement. Je faisais partie d'une association de parents, une des plus grosses écoles ici à Anderlecht qui, pour pas la nommer, Bracops. Et en fait je faisais face en tant que maman d'un enfant qui rencontrait particulièrement de difficultés, de toute une série en fait de discriminations que plusieurs enfants subissaient. Et entre autres, et je me retrouve parfaitement dans ce que le monsieur précédent vient de dire, c'est qu'à un moment donné, lorsqu'il y a des dysfonctionnements au niveau d'absentéisme de professeurs qui ne sont pas présents, qui ne sont pas là. Et on sait parfaitement, on a toutes les preuves qui démontrent que ce professeur pourrait être là et qui profite de ce statut, effectivement, de nomination du statutaire qui lui appartient, et qu'on ne sait rien faire en tant qu'autorité publique, communale. C'est questionnant. Et moi, je me suis engagée au niveau politique à l'échelle locale pour faire en sorte, justement, qu'il ne puisse plus y avoir, en fait, de tels dysfonctionnements qui ont un vrai effet négatif sur toute une génération. Et donc, ce sont des enfants, bien sûr, souvent issus de parents monoparentales, de parents qui rencontrent des grosses difficultés économiques, sociales, et où, en fait, et c'est là où je retrouve exactement ce que vous disiez, quand vous disiez, en fait, il y a deux types de ghettos. Les ghettos d'enfants qui sont, vous disiez, pauvres, et les ghettos d'enfants qui sont dits de familles riches. Eh bien, le problème, c'est qu'on écoute fatalement des personnes qui vont aller mobiliser l'échevin, mobiliser la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec des mails, avec des courriers officiels, avec tout un jargon qui est connu. Mais que fait le parent qui n'a pas tout ça? Eh bien, je pense que nous, en tant qu'échevin, en tant qu'autorité communale, conseillers communaux, eh bien, on doit être au plus proche justement de ces familles. Et donc quand on dit, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que oui, juin est passé. Oui, aujourd'hui, c'est la droite qui est là, au pouvoir. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, aujourd'hui? Eh bien, c'est qu'on sait bien, il y a les prochaines élections au niveau communal, et il faut absolument mobiliser et se dire qu'on doit renforcer la gauche. Et la gauche, ce sont des partis aujourd'hui qui sont présents dans les communes, dont beaucoup d'écoles, et à Anderlecht, il y a énormément d'écoles communales et qui sont régies justement ici par les chemins de l'enseignement. Et on peut fatalement faire quelque chose. Donc, moi, je suis optimiste. Je n'aime pas ce discours de dire, ben voilà, c'est foutu, on est là, tant pis, c'est de pire en mal. Je suis des années 80, j'ai connu les grosses grèves, j'étais en 5e secondaire, on a eu des lacunes, on les a rattrapées au supérieur, et on est maintenant les individus qu'on est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que ces gamins qui rencontrent des difficultés puissent aboutir à tous leurs rêves? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on met en place pour qu'on puisse donner la chance à tous les gamins de pouvoir réussir? Et je le dis, il faut aussi savoir reconnaître les erreurs que la gauche a faites. Parce que moi, je veux bien qu'on me dise qu'il n'y a plus de pondération. On va répondre oui, il faut qu'il y ait un système où il n'y a plus de points et où l'évaluation n'existe pas, etc. Mais il se passe quoi quand ces gamins ont le CESS et qu'ils arrivent à l'UNIF? Quand ils veulent passer l'examen d'entrée de médecine, où on sait parfaitement qu'aujourd'hui, les gamins qui réussissent l'examen d'entrée, ils le réussissent parce qu'ils ont des semaines entières où tu payes 1 200 € la semaine pour pouvoir réussir cet examen. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Mais donc ça veut dire aujourd'hui qu'on ne peut pas nier que c'est aussi une politique qui a été mise en place précédemment qui a favorisé
c'est discrimination. Et donc on ne peut pas rejeter la faute exclusivement à aujourd'hui un nouveau gouvernement qui va s'installer. Il y a déjà eu des erreurs, reconnaissons-les et faites en sorte qu'on puisse les résoudre. Voilà. Alors, je pense, parce qu'il y a encore beaucoup d'interventions, je pense qu'on va déjà répondre à ce qui vient d'être dit, si l'un de vous trois a quelque chose à dire. Et on reprend alors une tournée de courtes, s'il vous plaît, interventions. Bon, je vais encore m'y coller, mais... C'est pas obligé, hein, on peut... Ça va être compliqué de faire la synthèse entre les trois interventions. Je vais partir de casser les codes, donc le fait, en tout cas d'aborder les tabous, et c'est vrai qu'on l'a peu développé ici, mais un des impératifs pour une mobilisation à l'avenir, c'est d'aborder les questions qui fâchent, ou en tout cas certains tabous. Alors je vais pas m'attarder sur ou revenir sur la question de l'évaluation, etc., parce qu'il nous faudrait 3 heures, mais il y a eu deux interventions qui concernaient plutôt le statut, et donc je voudrais quand même combattre une idée reçue, un statut qui serait une espèce de sésame ou de droit de tuer, ou de droit de discriminer, ou un droit de reléguer, etc. Donc un statut ne peut pas, tout comme le statut est une protection contre l'arbitraire, je l'ai évoqué tout à l'heure, il ne peut pas non plus être, que ce soit un statut pour les membres du personnel du service public ou un statut syndical, ça ne peut pas être un droit d'exercer l'arbitraire, un droit de faire tout et n'importe quoi. Et donc qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui? Il existe des procédures disciplinaires dans les statuts. Il existe même il est prévu deux trajectoires de sanctions. D'abord le régime disciplinaire qui existait bien avant la deuxième trajectoire, qui est l'évaluation sur les compétences professionnelles, qui peut amener à une sanction à l'emploi, qui pourra demain amener une sanction à l'emploi. Et donc la solution aux maux de notre enseignement, au fait que l'enseignement est discriminant, qu'il est source d'inégalités scolaires et sociales, qu'il est injuste avec les plus faibles, qu'il brise les élèves, la solution, ce n'est pas la suppression des statuts. C'est ce que la droite essaie de nous faire croire. En supprimant les statuts, en contractualisant les agents, tout ira mieux. C'est faux. On va précariser les gens, on va précariser les travailleurs, et on n'améliorera pas les conditions d'apprentissage. Or, l'objectif, c'est d'améliorer les conditions d'apprentissage et d'améliorer ce système qui est discriminant et reléguant. Voilà sur la question statutaire, donc qu'on ne se trompe pas de combat. Quand on défend le statut, on défend la protection contre l'arbitraire et on défend la protection contre une forme de précarisation. Pas du tout le droit de faire n'importe quoi. Alors, sur la question de l'absentéisme, par exemple, on a très peu développé ici la question de la pénurie et le fait que, effectivement, on a, dans beaucoup d'écoles, et en particulier les écoles défavorisées, en tout cas avec un public précaire, on n'a pas toujours un prof devant les classes. Il faut s'attaquer aux causes de la pénurie. Il faut s'attaquer aux causes de l'absentéisme. Et l'absentéisme, il n'est pas lié à un statut qui protège, puisque moi je reste convaincu que les employeurs aujourd'hui, qu'ils soient publics, les communes, les provinces, ou privés, ou je parle des ASBL dans le livre, les employeurs ont aujourd'hui les moyens de faire en sorte que le travailleur remplisse ses devoirs de travailleur. Et d'ailleurs, les statuts consacrent l'ensemble des statuts en Fédération et Bruxelles consacrent une très large part aux droits et surtout aux devoirs des travailleurs. Et donc, il ne faudrait pas oublier que le statut, c'est aussi une obligation pour l'agent de service public. Olivier. Je suis d'accord avec vous quand vous pointez les erreurs de la gauche. Et ses réussites. L'une d'entre elles, pour moi gravissime, c'est la ghettoisation scolaire. C'est de n'avoir rien fait contre la ghettoisation scolaire. On est le pays d'Europe où il y a le plus d'enfants scolarisés en école ghetto. 48% d'enfants en école ghetto en Belgique.
quand j'en parle, enfin, école ghetto, c'est les Ghetto deux, riche hein. ou- Les écoles où il n'y a que des petits blonds et les autres. Et Oh, sympa pour les blonds. Ouais, non, c'est dégueulasse. Il y a des blonds à gauche. on n'a jamais rien fait à gauche contre ce problème à part de vagues décrets inscriptions. Nous, à la PET, ce qu'on propose, c'est d'inverser le système, d'en finir avec le tout marché où les parents sont obligés de choisir une école pour leur enfant. Tant qu'on fera ça, il y aura des écoles avec des Jean Bernard, des Sébastien Georges et j'en passe, et d'autres écoles avec uniquement des enfants dont les parents sont en grande difficulté. Et dans tous les systèmes européens qui sont ségrégés, c'est impossible de faire une école ambitieuse pour tous. Tous les enfants de milieux populaires scolarisés dans des écoles ghetto ratent. Donc, c'est notre critique principale par rapport au pacte d'excellence, qui ne faisait rien là-dessus. Si on veut une école ambitieuse, et moi je suis de gauche, mais je ne veux pas une école où on s'amuse et que c'est youpi. Nous, c'est une école ambitieuse. La question du niveau scolaire et de sa baisse, on la porte et ça nous vaut des frictions avec nos camarades de gauche. Mais pour nous, le niveau, c'est une question importante et on n'a pas de tabou là-dessus, par exemple. On a beaucoup parlé de tabou. Mais si on veut une école avec un haut niveau pour tous, la gauche doit avoir du courage et en finir avec la ghettoisation. L'étude de l'OCDE compare 79 pays. Il n'y a aucun pays ségrégué avec un apartheid social, des écoles avec un apartheid social et culturel qui parvient à faire des bons résultats pour les enfants de milieux populaires. Donc, une des erreurs de la gauche, c'est de n'avoir rien fait contre la ghettoisation. Eh bien, j'espère que PS, Écolo, PTB auraient peut-être 5 minutes de courage politique, accepteraient de se fâcher avec certains parents qui ne votent de toute façon pas majoritairement pour eux, et de se dire, ben, en fait, on va limiter un petit peu la liberté de choix. On va d'abord proposer une école aux parents, et proposer une école en tenant compte de critères, proximité et On vous a demandé du courage. indice social, indice socioculturel des familles. Alors, ça n'empêche pas aux parents de refuser, mais on sait que quand on fait ça, les enfants de milieux populaires, les familles populaires acceptent l'école qui leur est octroyée, et donc ils sont automatiquement répartis. Alors, oui, mais c'est du rêve, etc. Nous, à la PET, on a fait l'étude de cette proposition-là avec l'UCL Louvain, pour Bruxelles. Et à Bruxelles, aujourd'hui, on a 46% d'enfants en école ghetto. Si cette proposition-là était mise en œuvre, on en viendrait à 6% d'enfants scolarisés dans des écoles ghetto. Et ils sont du côté de Watermal, où nous, on n'a pas voulu faire plus de 6 km. Et donc, bah oui, il reste des écoles ghetto de riches à Watermal et à Olivet, c'est tout. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est prêt, qui a été étudié avec l'UCL Louvain. Bah, s'il y a des forces de gauche qui veulent s'en saisir, elles pourraient abjurer l'une de leurs erreurs passées. Alors, d'autres interventions à nouveau, court s'il vous plaît. Les personnes qui n'ont pas parlé. Alors moi j'ai juste 2 points et je crois que je vais réussir à être rapide. Le premier, c'est que la catégorisation ne doit pas faire oublier qu'après, il y a des parents dont le plus grand rêve et la plus grande réussite, c'est d'avoir réussi à mettre des enfants à l'école. Alors leur dire que leurs enfants sont dans une école ghetto, c'est peut-être pas le bon bout pour le prendre. Surtout qu'on peut discuter de ce qui est un ghetto. Enfin voilà, ça on peut plaisanter là-dessus, mais je comprends ce que vous voulez dire sur le fond. Pour moi, l'essentiel, c'est de se mettre à côté des réalités concrètes difficiles des écoles d'Anderlecht, par exemple, de certaines écoles d'Anderlecht, de certaines écoles de Molenbeek, et de travailler les solidarités concrètes avec ces personnes. Parce que je dois être bref, remercier les gens qui ont prévu ceci, et peut-être que c'est un bon début de week-end rouge-vert sur la place, et pour faire le lien entre les deux points, il faudrait une sono un peu plus grande, et ne pas parler pour nous, mais parler pour les gens qui sont là, qui sont les parents, contents de mettre leurs enfants à l'école, et qui n'ont peut-être pas encore compris, car on voit bien qu'ils ne sont pas tous là depuis très longtemps,
que la porte de sortie de cette école où ils sont heureux d'avoir mis leurs enfants, c'est une porte au rabais dans la société dans laquelle... Donc, construire cette solidarité qu'on traite, moi, ça me semble important. Et à ce sujet-là, et puis je termine, c'est que moi, je m'occupe de ce qu'on... Je suis un acteur social d'Anderlecht depuis quelques années, et je suis quand même effaré de ce qui nous a amenés ici, même si je trouve que c'est une grande réussite. Et je voudrais quand même dire un mot là-dessus et demander aux organisateurs et de ne pas lâcher prise sur ce qui vient d'arriver, car ce qui est en jeu, c'est le statut des permanents acteurs sociaux dans la société anderlechtoise, à partir du moment où on laisse des édiles communaux mettre sous pression les gens en leur disant « si tu ne fais pas comme je dis, tu n'auras pas, non pas ton statut, mais tu n'auras plus ton subside ». Alors, je vous demande de grâce, vous les organisateurs qui avez été les personnes mises en difficulté, de poursuivre, car je ne trouverais pas anormal de demander l'appui et le soutien. Moi, je suis demandeur des acteurs sociaux pour demander que ce comportement inacceptable de l'Eschwin qui est en cause ne soit pas accepté, soit changé, ou que ça ait des conséquences, parce que sinon l'avenir du travail social est devenu impossible. Merci beaucoup. Merci pour le matériel de qualité que vous allez nous prêter, du coup. Vous pouvez laisser la place à madame. Parce que le fil est assez court, donc il faut... Voilà. Bon, je vais aller dans le sens de mon précédent et remercier tout le monde, parce que pour moi, pouvoir mettre, comment dire, sur la place publique, hein, toutes ces questions de discrimination, de ghetto, des travail, des gens, comment dire, qui ont fait des études par rapport à certaines thématiques, c'est très 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 important parce qu'on est très ignorant. Moi j'habite à Anderlecht, je suis maman d'une grande fille maintenant, mais j'étais confrontée aussi, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas blonde et donc j'ai un accent qui ça s'entend. Et c'est important ce travail d'un lien. Comment on peut faire ça? Et j'espère que oui, que ça ne sera pas la dernière fois qu'on fait quelque chose dans la place publique et, comme disait mon prédécesseur, vraiment ouvert. Parce qu'il y a plein de parents qui veulent agir, mais ils ne savent pas quoi faire. Ils ne comprennent pas. Et donc les grands slogans, on les utilise, et c'est qui les utilise aujourd'hui? C'est la droite. Donc voilà, remercier tout le monde pour faire ça ici et maintenant. Voilà. Ben, merci à vous, sans qui tout ça, ça ne pourrait pas être possible. Monsieur? Merci beaucoup. Je vais deux petits points très rapides. La première chose, il y a un acteur des révoltes enseignantes dont on n'a pas parlé, on en a un tout petit peu parlé, c'est évidemment les élèves. Moi, je suis issu de la génération 94-96 et j'ai pas seulement pris du retard, j'ai aussi appris à faire de la politique pendant les grèves. Et je sais que toute ma génération a profité de la grève pour devenir citoyen actif d'une façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus profonde que ne le fera jamais un cours d'une heure pour devenir je ne sais quoi d'autre. En France, ce sont les lycéens qui ont forcé le nouveau Front populaire. Donc en Belgique, on a une grande tendance à avoir peur de la politisation des personnes qui ne sont pas en mesure de voter, qui ne sont pas majeures et donc qui ne représentent un intérêt pour personne. Anderlecht est une des communes les plus jeunes de Belgique. Donc la participation des élèves, le discours et la pensée des élèves sur l'école, elle est très très importante. Ça, c'était juste un point. Moi, j'ai raté et j'ai appris énormément en 94-96. Et comment faire? Vous aviez posé la question. 96, c'est aussi bien de revenir sur les grandes révoltes enseignantes autrement que comme des défaites. Il y a aussi énormément de tactiques intersyndicales qui se sont inventées, notamment les piquets tournants, où les professeurs d'autres écoles bloquaient les écoles qui n'étaient pas les leurs pour permettre le blocage de l'école et empêcher les astreintes. Donc il y a aussi un savoir de la grève, qui est un vrai savoir, qui n'est pas juste quelque chose à négliger. Bref, peu importe, je voulais absolument le dire. La dernière chose sur laquelle je voudrais insister, c'est la profondeur de l'attaque. On en a un peu parlé, et on a parlé de Friedman, pas pour rien. La profondeur de l'attaque du moment politique dans lequel on est. Vous avez parlé de Friedman, il faut se souvenir Jean Gaulle. Il faut se souvenir que l'école, dans tous les moments de bascule du capitalisme, est au centre. Les grandes guerres scolaires en Belgique, au 19e et début du 20e siècle, ce sont des moments de mutation du capitalisme, et l'école est toujours le vecteur central du patronat, quoi qu'il arrive.
Donc Jean Gaulle, c'est Simonet. Simonet, c'est ce qui va revenir à Anderlecht s'il n'y a pas un front de gauche. Si Écolo, le PS et le PTB discutent pas ensemble, alors on a Simonet. Simonet, en 95, c'est le premier qui chasse les chômeurs immigrés. Donc, le racisme, il est au centre de l'agenda libéral. Et qu'est-ce que fait Jean Gaulle? C'est le premier qui met fin à l'impôt progressif sur le patrimoine. Donc, les questions raciales et les questions fiscales, elles sont liées. Je ne vais pas aller plus loin, mais nous avons besoin, en tant qu'Anderlechtois, de ne pas avoir Simonet. Je sais que dans les commissariats, ça se dit, il est temps de revenir à Simonet. Que, enfin, les méchants communistes, écologistes et wokistes qui nous empêchent de taper des Arabes soient dans l'opposition. Ça veut dire qu'il faut l'union de la gauche. Il faut l'union de la gauche, pas seulement sur la portion congrue, il faut l'union de la gauche le plus large possible. En tout cas, les citoyens de gauche d'Anderlecht poussent dans ce sens. Merci beaucoup. Encore une intervention? Oui. Bon, moi j'ai pris le train. Bien qu'on... Ça va? Quand même dans ma bouche, hein? Non, non, non. J'ai pris le train au milieu, c'est bon, une heure est passée. Bon, d'abord répondre à madame qui a un enfant handicapé. Moi, ça fait 20 ans que je travaille dans le secteur handicapé. Dans les meilleurs des cas, votre enfant atterrira dans un home ou dans un centre de jour. Donc, il ne faut pas faire trop d'illusions. Et encore parce que je sais qu'il y a des files d'attente depuis 5, 6, 7 ans. Les gens qui attendent. Hein. Chez nous, on attend un qui décède pour vider sa chambre, donner un autre. Mais votre enfant, ce sera au début tant que vous êtes en vie. Il sera au centre de jour. Pour le jour où vous disparaîtrez, c'est nous qui prendrons le relais. Donc c'est ça le schéma habituel pour les enfants handicapés. Alors, concernant l'enseignement, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Je ne suis pas très optimiste, je vous l'ai dit d'emblée. J'admire votre idéalisme. Je pense qu'il faut toujours changer les choses. Mais il faut voir la réalité en face. La communauté française est pauvre. Hein. Il faut l'admettre. Il n'y a pas d'argent, voilà. Il n'y a pas d'argent. Et des tentatives comme école des Crolly, changement des systèmes d'éducation, tout ça, c'est beau, mais le système dans lequel on vit ne laissera jamais que ce genre d'école prend le dessus. Pour la simple bonne raison que nous allons, à ce moment-là, éduquer des enfants qui seront contre ce système, contre le système dominant et dominé. Donc, il ne faut pas faire trop d'illusions, on le laissera avancer à certaines limites, et après, c'est stop. Et je vais terminer par une expérience personnelle. Comme pas mal de parents, j'ai mis mon fils dans une école élitiste. Pour ne pas citer le nom, Sacré-Cœur de Gamsoret. Hein? Dans le but qu'il aille à l'UNIF. Parce qu'il n'y a que, en ce moment, 3 écoles qui forment des élites. Il y a Saint-Michel à Jette, Sacré-Cœur à Jette, et encore Robert Cato ici, pas loin, et encore l'école, là où était mon fils. Je peux vous dire que il y a eu tellement l'absence de profs qui étaient en burn-out, ou je ne sais pas, pour d'autres raisons, ils n'ont pas appris des pans entiers de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Quand je interroge mon fils sur l'histoire de la guerre mondiale, il ne connaît pas grand-chose. Tout ça parce qu'il me dit, papa, le prof était en congé de maladie, il était absent, il a ci, il a ça. Je connais la misère des enseignants. Hein, c'est pas que je leur reproche ou je les fustige, non. Mais il ne faut pas faire d'illusions. Même la droite n'a pas une solution pour ce genre de choses. Hein. Même des écoles qui vont les fils de papa, c'est pas pour ça qu'ils sont super bien formés. J'ai même songé à un moment donné de les mettre chez les pères jésuites. Ils rigolent. Mais bon, même son ennemi, il faut le connaître. Hein. Oui, c'est la vérité. Je pensais même à ça. Qu'est-ce que vous voulez? C'est bien, on continue le combat.
Défaitiste, mais il continue le combat. C'était la dernière intervention. Est-ce que l'un d'entre vous voudrait rebondir sur ce qui a été dit sur les dernières interventions, ou on conclut? Ben voilà, moi j'aimerais déjà remercier toutes les personnes qui sont intervenues, et puis Olivier, Adrien et Nathalie qui ont participé à ce débat, et puis vous qui êtes restés jusqu'au bout pour écouter. Et j'aimerais juste terminer, parce que j'ai trouvé un texte intéressant, j'aimerais lire un petit texte. C'est écrit par une personne qui sait très bien écrire, c'est Jean Jaurès. Donc on va passer un bon moment. C'est très rapide, mais c'est un bon moment. On est en 1903, il est à Albi, c'est sa ville dans le Tarn, c'est une ville très socialiste, c'est là où il a été élu. Et alors, c'est un texte qui est écrit au moment de l'affaire Dreyfus, donc où il y a beaucoup de mensonges qui passent dans les médias. Donc le texte est un peu teinté de ça, mais surtout en fait ce qui est important dans ce texte, c'est que un an avant, en 1902, les socialistes ont complètement raté les élections, et ils se retrouvent avec des militants à plat qui n'ont plus aucune énergie, ils ne savent plus comment faire, ils sont tous dépités, et je trouve que ce qu'il écrit rappelle bien notre condition, et pour rebondir avec notre dernière intervention où monsieur se sent un peu dépité. Jean Jaurès dit « Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. Ce n'est pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Le courage, ce n'est pas de laisser envahir les forces ennemies, c'est de ne pas en recevoir la loi. Le courage, ce n'est pas de rester calme, mais de ne pas fléchir dans la défaite, de ne pas désespérer de la lutte. Le courage, c'est de comprendre sa propre vie, c'est de tenir à soi-même et à l'humanité. Le courage, c'est de comprendre sa propre vie dans la conscience et la responsabilité universelle. Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. C'est de juger infailliblement qu'il n'y a pas de défaite définitive pour la cause du peuple, tant que subsiste une seule conscience humaine pour la défendre et la revendiquer. Et camarades, je vous le dis en vérité, le courage, c'est d'être unis, de ne jamais abandonner la lutte. Ce n'est pas l'ombre des événements, l'ombre des apparences qui doit vous effrayer, mais la profondeur de la misère et de l'injustice, et c'est cela qui doit vous donner la force de résister. Alors ne nous laissons pas décourager, ne laissons pas la peur nous vaincre, levons-nous et montrons à nos oppresseurs que nous sommes encore debout, unis, résolus à combattre pour ce qui est juste, car tant qu'il y a un homme ou une femme pour lutter, rien n'est perdu, tout est encore possible. Merci.